Bienvenue dans cette vidéo préférence Rhum. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas fait de live, donc on se retrouve tous pour faire un petit, enfin tous, sans Romain qui sera sûrement pas là ce soir, mais avec Flo et Pierre pour le récap du Whisky Live. Parce que bon, on a eu la chance d'être tous les quatre tout le samedi. Les gars en forme? Grave. Ça va, on a récupéré. Ouais, une petite semaine pour s'en remettre et là, ça va mieux, là, c'est reparti. Ouais. Ça fait plaisir. C'était un bel événement en tout cas. Je te propose, si vous voulez bien, Pierre et Flo, c'est qu'on fasse un petit récap voilà, un peu global, qu'après on enchaîne sur trois coups de cœur, quoi. Et après, s'il y a eu un ou deux rhums un peu moins, enfin rhum ou autre, un peu moins appréciés, et ben, ça sera pour la fin. Comme ça, si vous voulez pas entendre ce qu'on n'a pas aimé, ben, vous pouvez couper. Ça roule. Pierre, vas-y, je t'en prie. Eh ben écoute, c'est moi qui commence. Alors bon, au niveau un petit peu récap général, on le dit chaque année, mais l'organisation toujours impeccable. Un plateau vraiment de qualité, une organisation sans faille, hein, que ça soit au niveau de la qualité des stands, au niveau de même du monde. Il y a beaucoup de monde, mais finalement ça reste très supportable, très agréable. Vraiment une organisation voilà, quasi parfaite. Allez, si on doit un petit bémol sur l'organisation, c'est toujours un petit peu la galère pour manger, toujours très long. Voilà, c'est le petit point, mais il y a beaucoup de monde. À un moment donné, il faut aussi nourrir tout le monde et ça prend du temps. Mais voilà, niveau orga, un salon, c'est le top du top. Voilà, on l'avait dit au moment du Rumfest que le Rumfest avait un petit peu rattrapé aussi son retard en faisant une très belle édition. Mais là, on se rend compte quand même que voilà, dans le domaine, ils ont plus rien à prouver et à ce niveau-là, le Whisky Live est au top. Après, si on parle un peu plus au niveau des rhums, ce qu'on peut noter cette année, c'est la quantité assez énorme de références proposées, que ce soit sur la Rhum Gallery ou sur l'espace VIP. Ouais. On avait l'habitude dans l'espace VIP d'avoir une 10-15 références, puis quelques bouteilles chez les IB en whisky qui font un ou deux rhum. Là, côté VIP, il devait y avoir 50 refs minimum. Et sur le plateau Rhum Gallery, c'est la qualité globale et la quantité avec la qualité était assez folle aussi, avec une densité dans les rhums agricoles, notamment qu'on n'avait jamais vu, des maisons qui faisaient leur premier whisky live et ça donnait vraiment en fait un niveau moyen très important. Après, la contrepartie, je pense que voilà, on en a parlé entre nous et c'est que derrière, on a un niveau moyen qui est très élevé, une grosse qualité globale et du coup, on a du mal à voir vraiment une folie, un coup de cœur, même s'il y a eu des très belles bouteilles, on est voilà on n'a pas forcément quelque chose qui va ressortir une claque totale, notamment dans l'espace VIP où voilà, on avait énormément de bonnes choses, mais rien qui ressort vraiment la bouteille must-have. Voilà. Mais un line-up assez impressionnant, un niveau global vraiment bon. Des distilleries martiniquaises et guadeloupéennes qui ont vraiment joué le jeu en venant à la fois avec de la quantité, de la qualité, de la nouveauté. Des passes qui nous présentent des single casques, c'est assez cool quand même parce qu'on avait plusieurs fois un petit peu cité la distillerie comme étant un petit peu endormie, très classique. Longto comme d'habitude qui vient avec du monde pour un super accueil, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, en proposant en plus des belles choses sur le stand. Après, Saint James, voilà, on ne va pas reparler, la qualité de Saint James, le professionnalisme, c'est plus à démontrer. HSE qui fait son premier whisky live en ramenant toute sa gamme et pareil, avec toujours l'accueil que sait faire HSE à la distillerie, que sait faire HSE sur chacun de ces événements. Enfin, voilà, on pourrait tous les citer, mais c'est que niveau la Rhum Gallery qui, à mon avis, tient sur les rhums agricoles. Parce que côté Mélas sur Rhum Gallery, c'était pour le coup un petit peu just. Quand même, le fan de rhum jamaïcain, mec qui boit pas d'agricole et qui avait pas le VIP, il s'est peut-être un petit peu ennuyé hein, parce que c'était vraiment l'ode à l'agricole, enfin, sur la Rhum Gallery, ce qui nous convient bien hein, parce que c'est un petit peu Exactement. notre préférence. Voilà, donc pour moi, grosse réussite hein, sur le plateau.
Flo? Ouais, alors j'abonde dans ce que dit Pierrot. Déjà, l'endroit, on a de l'espace. Alors, on peut débattre de la disposition de la Rhum Gallery dans les hauteurs, mais moi j'ai bien aimé, en réalité, ça faisait un petit corner Rhum exclu de la foule, donc on était un petit peu entre amoureux du produit, sans être trop mélangés. Alors, je sais que certains se sont plaints du fait que ça ramenait moins de monde sur les stands, mais euh, je pense que pour nous, c'était plutôt bénéfique. Je pense que les distilleries ont bien investi dans l'événement. Il y avait beaucoup de staff sur les stands et beaucoup de staff de qualité qui prenaient vraiment le temps d'expliquer les produits. Ça avait un côté peut-être un peu plus professionnel que ce qu'on voit d'habitude au Rumfest, à savoir vraiment prendre le temps de présenter, rentrer dans le détail des spécificités de la production. Enfin, on a quand même eu des stands sur lesquels on a eu des explications vraiment très détaillées. Les gens prenaient le temps. C'est pas grave s'il y en a d'autres qui attendaient. Et ça, je trouve ça assez appréciable. Une approche vraiment très professionnelle. Alors, je sais pas si c'est parce que le whisky est présent et il faut vraiment faire la bonne compétition et être au niveau des autres distilleries, mais j'ai vraiment noté ce point-là. Et après, le salon en tant que tel, c'est quand même hyper agréable de pouvoir, quand tu as bu un petit peu trop de rhum aussi, te faire une petite eau de vie, un petit produit. Je sais qu'on a bu des super grappas. On s'est fait un petit break comme ça. Et quoi qu'il arrive, c'est possible de trouver de la qualité partout. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment top. Et puis, je le répéterai tous les ans, mais le fait qu'il y ait de l'eau à volonté, mine de rien, ça permet de passer un bon salon. Ça évite de gratter comme un crevard 3 gouttes de flotte sur un stand. Et pour l'expérience globale de dégustation qu'on a, je suis convaincu que pouvoir se rincer la bouche une fois de temps en temps, ça aide aussi à apprécier les produits. Tout à fait. Je rebondis sur ce que tu dis, Flo, hein, juste sur la qualité des explications. Voilà, je pense que sur ce point de vue, on peut citer Papa Rouillot, qui a fait un salon pour moi assez exceptionnel pour une jeune distillerie avec, je suis désolé, j'ai pas son prénom, mais la personne qui tenait le stand, qui Xavier. était extrêmement précise dans ses explications, tout en étant assez cool aussi, enfin vraiment, c'est vraiment très très intéressant. Et puis tout ce lien avec les planteurs, etc. C'est une nouvelle approche qu'on n'avait pas forcément chez d'autres maisons. Enfin, pour moi, ils ont fait un super salon. Ils ont vraiment bien présenté leurs produits, leur credo. Et c'est que cette explication technique était vraiment agréable. Tout à fait. C'est Xavier qu'on salue, qui Ouais, fait un gros boulot. Je pensais à lui, effectivement, des explications détaillées, mais pas trop professionnelles, très accessibles aussi, super pédagogie. C'était vraiment top. Flo, t'as fini ou? Ouais, j'ai fait le tour. Ok. Ben, écoutez, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et c'est vrai, en effet, Flo, tu as raison. Enfin, Pierre, tu l'as aussi dit à demi-mot, mais il y a un côté quand même très haut de gamme au Whisky Live, en fait. Et c'est vrai que, bon, alors, c'est cher l'événement, VIP, tout ça, pour ceux qui vont, c'est cher. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même une vraie qualité, comme tu t'as dit, d'organisation de service. Et la différence avec les autres salons, je trouve, c'est qu'il y a vraiment un côté expérience qui est assez fou, puisqu'en gros, tu as dégustes, tu as ton repas qui est quand même assez bon, même si en effet il y a un temps d'attente qui est important, mais tu peux manger. Après, tu as un côté soirée le soir avec la Rome, la Cocktail Street. Donc, il y a vraiment, en fait, ça fait trop expérience. En fait, c'est limite un Disneyland, c'est un peu Disneyland des spiritueux. Et là, tu es embarqué, tu es dans l'univers et tout est bien, quoi. Donc, en effet, Flo, je te rejoins. Il y avait un petit côté limite, et je rejoins Pierre aussi, je rejoins tous les deux. Le fait que ce soit en haut, le Rhum, ça faisait un peu, limite un peu carré VIP, entre guillemets, parce que même si c'était pas VIP, ça faisait un peu entrée privée, etc. Et pour nous, amateurs de Rhum Agricole, c'est vrai que ça faisait un peu, enfin, limite, il n'y avait pas besoin de VIP quand tu étais amateur de Rhum Agricole, parce que tout était sur les stands. Vous n'avez pas cité Nesson qu'on a quand même assez régulièrement, gentiment ou pas, mais en tout cas un peu taclé sur les différents lives qu'on a fait, parce qu'on était un peu déçus de l'offre proposée. Cette année, il y a eu, on était peut-être là au bon moment, mais on arrivait après alors là, en l'occurrence, sans presse ou quoi que ce soit, et on a pu goûter des trucs de fou sur le stand de Nesson. Donc, je tenais à le dire, parce que quand c'était pas bien, on le disait, avec pas mal de déceptions, et là, c'était bien, donc on le dit aussi. Donc, super accueil chez Nesson. Après, la qualité des jus.
Ouais, ouais, Nona Ginta, 18, 15, c'était. Complètement dingue de servir des rhums comme ça dans un non-VIP. Hein. Entre nous, moi j'ai Ouais, admiré que ces rhums soient. Alors, ok, ils étaient un petit peu cachés, mais pas tant que ça. ouais, ouais. Parce qu'en plus, on connaissait personne sur le stand et on les a eus, donc c'est super cool. Et donc là, en l'occurrence, on peut le dire, merci Nesson. C'était vraiment super de proposer ça à des gens qui n'étaient pas forcément au VIP ou VIP entre guillemets, de par un statut ou un autre. Donc moi vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je te rejoins, Pierre, vraiment sur le côté très réussi des rhums qu'on a goûté, mais le manque de claque. Après ça, je pense que, enfin, manque de claque absolu, si ce n'est Nona Ginta qui, outre sa grande qualité, n'était peut-être pas, non plus au top en salon, parce que je pense que c'est un rhum que tu peux vraiment déguster pendant 1 heure et assez profondément. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est bien aussi du fait que nous, on boit pas mal de choses et de bonnes choses avec des vieilles bouteilles, etc. Donc, on est devenu archi exigeant. Et justement, en fait, cette exigence fait qu'on peut aller voir ailleurs. Et clairement, la maison du whisky distribuant des produits de qualité, tu peux limite prendre un stand cognac, armagnac ou whisky. Peut-être whisky, il y a plus de monde, mais en tout cas, quasiment au hasard, et tu auras des produits de qualité, quoi. Et ça, c'est un luxe de fou. On en parlera peut-être un peu après dans les coups de cœur, mais clairement, il y avait des produits assez fous partout. Et, et le fait de pouvoir parler terroir, découvrir des choses au rhum, au whisky ou ailleurs, c'est un plaisir de fou. Et très honnêtement, il y a souvent des gens qui posent la question, est-ce que je viens un jour, 2 jours, 3 jours, alors 1 ou 2 jours plutôt au Whisky Live? Alors oui, c'est un vrai budget, mais il n'empêche que un seul jour, ça peut avoir un petit côté frustrant. Peut-être Flo, tu pourras peut-être en parler ou pas, mais clairement, 2 jours Whisky Live, on aurait peut-être limite pu faire 2 jours sans goûter 2 fois la même chose, quoi. Alors bien sûr, quand tu aimes bien quelque chose, tu y reviens, mais voilà. Donc vraiment un super salon. Et quand j'ai dit Disneyland, et c'est pas pour revenir dessus, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a un côté, c'est l'événement de l'année, et en vrai, c'est vraiment beaucoup plus complet que le reste, mais sans enlever les autres salons qui ont tous leur qualité. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus ambitieux dans la programmation et dans l'événement qui est proposé, qui fait qu'en tant qu'amateur, on kiffe, et donc faut le dire, c'est vraiment bien fait, quoi. On a tenu, les gars, un bon délai, donc on va rester là-dessus, c'est super. Donc, alors, Pierre, est-ce que tu as 3, on dit 3, mais ça peut être 2 ou 4, on n'est pas alarmé, produits, je dis produits spiritueux au sens large, peut-être dont tu voudrais nous parler. Coup de cœur, là. Hein. Ouais, j'ai quelques coups de cœur. Alors, 3, 4, 5, 6. Je vais essayer d'être rapide. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on a goûté des choses qui sont très différentes. Donc, hiérarchiser des produits qui n'ont rien à voir avec les autres, c'est compliqué. Je vais faire un petit peu par catégorie. Ouais, même sans le dire de 1 à 6, quoi. Mais enfin, voilà, c'est en gros, Ouais, coup de c'est cœur plus voilà, il y a deux rhums blancs moi que j'ai particulièrement aimé. C'est le Constellation de Longto, le nouveau Constellation de Longto. Bon, moi j'aime bien les rhums blancs qui sont très doux, très fruités, assez faciles. Donc c'est sur ce produit-là, j'ai vraiment kiffé. Et puis le Saint James Bio 56,5 que j'ai trouvé assez exceptionnel. En plus, on sait que chez Saint James, on aura un prix encore super attractif pour du bio, pour des produits et de qualité. J'ai beaucoup aimé. Après, bon, il y a des super blancs chez Paparouillot, le HSE 2016 qui est toujours top aussi, le Père 2018. là-bas, on les connaît, mais voilà, moi j'ai sorti ces deux-là. Au niveau rhum vieux, je vais en sortir Pierre, deux aussi. 2018, Oui, on est d'accord, hein, pour la HSE1. 2018, pardon, j'ai dit Ouais. 2016. Non, ouais. Ouais, pourtant, je viens d'acheter 2 bouteilles, tu vois, mais je les ai derrière moi, mais Non, mais je me suis ça va envie de te pas. reprendre pour. Avec Simon, hein, ça craint Simon. Non, mais tu as raison, c'est le 2018, effectivement. En rhum vieux, ben moi alors on a parlé de la Nona tout à l'heure qui est exceptionnelle. Moi, pour moi, je dirais que je suis un peu passé à côté parce que le contexte pour des rhums aussi complexes, aussi fins, un petit peu compliqué. J'ai beaucoup aimé le 18 ans de Naisson. Voilà, je rejoins Simon ce qu'il disait, hein, goûter ça sur le stand, c'est assez ouf. En fait, les produits les plus qualitatifs et peut-être même les plus chers, en réalité, c'est ceux-là qu'on a goûté, c'était pas au VIP, c'était sur la Rome Gallery. Pour ce qui est, donc je reviens sur le 18 ans,
Bon, moi, les naissons 2004, c'est un grand plaisir à chaque fois, surtout au niveau du nez, il y a quelque chose qu'on retrouve. On retrouve cette trame qu'on avait déjà dans les single casques de 2004 qui étaient des 11 ans. Sur le même millésime, avec 7 ans de vieillissement supplémentaire, on retrouve toujours cette fraîcheur, cette douceur. Enfin, moi, j'ai adoré en bouche. Bon, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on est en salon, donc faire un retour détaillé. Voilà. Moi, j'ai trouvé super réussi. Ouais. La deuxième rêve que je sortirai, ce sera plutôt côté mélasse. C'est le doc ou des OK, je ne sais pas comment il faut dire pour avoir l'air un peu cool, mais c'est le Habitation Vélier 2017. Voilà, il y avait beaucoup de gros rhums de mélasse sur le stand Vélier, qui était Covip. Vélier, habituellement, avait un stand dans la Rhum Galerie, et c'est peut-être ce qui a manqué un peu en termes de mélasse au niveau de la Rhum Galerie classique. Là, ils étaient uniquement au VIP. Donc, avec des produits à la fois très VIP et à la fois un peu plus standard, entre guillemets. Standard, on va dire. Voilà, exactement, c'est le mot qu'il fallait. Dans tous ces Hamden, il y avait les single casques 12 ans qui vont sortir à des prix assez élevés. Moi, j'ai trouvé, bon, c'est excellent, hein, mais qui ne m'ont pas particulièrement retourné. Ce doc 2017 Habitation Vélier, j'ai trouvé qu'on retrouvait la trame qui nous avait plu dans le HGML et dans le CH. C'est vraiment les Hamden lourds, fruités, mais qui ont quand même du boisé, mais aussi de la vivacité. C'est pour moi le bon équilibre. Gargano dit souvent que 5 à 6 ans sur un rhum tropical, c'est le vieillissement idéal. Je suis assez d'accord en fait. Sur un jamaïcain tropical, c'est suffisant en fait. Après, le bois, voilà, je ne sais pas si ça a un apport si déterminant que ça, en tout cas, selon mes goûts. Et puis après, si on sort un petit peu du rhum, j'ai beaucoup apprécié chez Pasquier le L64, le 1964, le Claude, qu'on avait goûté une première fois dans la masterclass de Serge Valentin et qu'on est allé rapidement regoûter le lendemain parce qu'il nous avait fait une très forte impression. Cognac très vieux, mais qui garde aussi beaucoup de fraîcheur, de la complexité. Ouais. Gros kiff. Et puis, je vais laisser peut-être l'Encantada à Simon. Je ne sais pas si je voulais en parler du super moment qu'on a passé sur stand. Je vais aller directement côté Capovilla avec les eaux de vie qu'on goûte à chaque fois. Alors, on revient toujours un peu au même, hein, la framboise sauvage, la mirabelle du jardin, mais c'est exceptionnel. Donc, l'exceptionnel, année après année, ça reste toujours une claque quand on y revient. À chaque fois, on se dit, c'est la folie. Et puis, un an après, c'est toujours la folie. On reprend la même claque. Donc, chapeau, toujours à ces eaux de vie assez merveilleuses. Au niveau des déceptions, on le fera un deuxième tour ou tu veux que deuxième tour. Deuxième tour, et allez. Et du coup, après, il y a plein de refs. Hein. C'est assez réducteur d'en sortir 5 ou 6. Il y avait des longues pontes très sympas, que ce soit chez Plantation ou chez Vélier. Il y a plein de choses à dire. Hein. Mais voilà, on va essayer de se garder sur les coups de cœur. Donc, je vais rester raisonnable. L'horloge défile. Peut-être qu'on fera un petit récap écrit, comme au moins un petit article dans les jours qui viennent. Flo, c'est à toi de jouer. Ouais, alors je vais séparer les blancs des vieux. Je rejoins Pierrot sur le Constellation chez Longto. Super texture, on garde le nez bien sur la canne des Longto, les petites pointes végétales, la bouche bien grasse. Je suis assez surpris de dire ça, mais alors on a comparé au Parcella 11 derrière et j'ai trouvé le Constellation sur le moment un peu au-dessus. Alors c'est un blend, hein, canne bleue, canne rouge. Super boulot, en tout cas, comme d'hab, de Longto sur leur blanc. Je suis un peu plus réservé sur le travail qu'ils font sur leur vieux, vous êtes au courant, mais après, en tout cas, dans les coups de cœur, je pense que c'est bien dedans. Le Perla bio dans sa version à 52 est toujours aussi magnifique. On le connaissait, on a fait la déguste avec Romain sur le blog. Honnêtement, un rhum blanc aussi parfumé, floral, fin. Enfin bon, on est vraiment sur un produit ultra haut de gamme, quelles que soient les conditions. J'ai beaucoup aimé le blanc qu'on a bu chez Paparouillot. Alors vous allez me dire lequel c'est parce que j'ai pas noté lequel c'était. C'est le rejeton. C'est le global du rejeton, ouais. Pareil, super produit, on sent le terroir, de la puissance. Bon, les explications en plus rajoutées à l'expérience. Effectivement, quand on dit
nous, les cagniers, machin, on a les mecs qui respectent la tradition, on les sélectionne, etc. Mais en tout cas, le produit, je l'ai trouvé hyper bien fait. J'avais jamais goûté ces blancs Paparouillot et il va peut-être falloir qu'on se penche sur une déguste avec Romain. Un soir, on sera motivé à se faire quelques blancs. Voilà, Saint-James aussi, je suis d'accord, mais c'est plutôt ces trois-là qui m'ont marqué. Sur les vieux, ouais, Nonajinta, sans aucun doute. Servi dans ces conditions, le nez, il te scotche, la longueur, elle est folle. Alors qu'on a bu une goutte et demie qui avait respiré parce qu'on était patient pendant bien 1 minute 30. Enfin voilà, c'est sûr que boire des rhums de cette qualité sur un salon, en plus on a commencé presque par ça, donc ça, disons que moi je m'attendais pas à une accélération aussi rapide, hein. C'était assez magnifique. J'ai beaucoup aimé la cuvée Antoinette chez Isotier. J'ai redécouvert les rhums Isotier. Effectivement, ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas allé les voir. Super accueil, belles explications. On sent qu'ils essaient de se remarketer et c'est bien. En réalité, c'est une distillerie qui, pour moi, avait un peu pâti de leur image rhum arrangé de supermarché et qui communiquait assez mal sur des produits d'une meilleure gamme. Honnêtement, la cuvée Antoinette, j'ai trouvé ça vraiment génial. On est toujours en train de chercher des rhums avec un rapport qualité-prix bon, bien foutu. Tu vois, tu disais tout à l'heure, Simon, on en a bu beaucoup, il ne faut pas être trop blasé. Ouais, là, moi, j'ai vraiment une super surprise. D'ailleurs, Flo, je te coupe, excuse-moi. Ouais. Mais le fait qu'ils aient mis une bouteille différente pour leur série haut de gamme, c'est bien aussi, parce que la bouteille, elle est élégante. Ça permet de se dire, OK, bah, c'est la même marque, mais il y a différentes gammes. Et j'en parlerai après. Ouais, t'as raison, ils ont compris leur faiblesse en réalité. Ils sont dans un monde où il y a de la compétition, il y a du marketing, il y a de la com. Ils avaient un peu loupé ce virage-là, ils l'ont rattrapé. Même leur cuvée Louis et Charles, là, qui existait déjà, je pense que c'est un nouveau batch. Peut-être que les rhums sont un peu plus vieillis. J'ai trouvé ça pas mal du tout, mais quoi qu'il arrive, sur la Antoinette, le mix entre le boisé et le fruit et l'exotisme, plus la longueur, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est des rhums assez peu communs, en plus, c'est pas des choses qu'on a déjà vues. Très original. Si je devais rester sur quelque chose qui m'a pas mal plu, je pense que c'était aussi vu le moment du salon, mais on a fait un saut chez New Grove à la fin. Et leur cuvée Émotion. Alors c'est pareil, on était sur quelque chose de beaucoup plus fondu, très rond, très gourmand. Peut-être que quand on a bu une quinzaine de rhums avant, on est assez content d'être accueilli par ce type de produit. Mais le fait qu'on sente encore la finesse et la complexité du produit montre aussi que c'est hyper bien fait. Je pense que c'est une bouteille qui date un peu. J'étais passé à côté, je l'avais jamais goûté, donc je le note vraiment dans les plus aussi sur la partie bonne surprise. OK. Donc, Flo, t'as fini, c'est bon? Je vais pas te couper la parole. C'est la synthèse, hein, toujours. On est devenus super polis entre nous, c'est beau. Discipliné, hein, t'as vu? Ouais, on est parfait. Ce soir, un exemple de réunion Team Spirit, tout ça. Donc à moi, alors en rhum, moi vraiment, je pense que limite le rhum que j'ai plus préféré du salon, c'est un rhum que j'avais déjà goûté plusieurs fois, c'est l'éphémère numéro 1 de St. James. J'ai fini avec ça lundi en partant et vraiment, c'est vraiment tout ce que j'aime dans un rhum, pas mal de bois, un peu de café, etc. Donc c'est vraiment mes goûts. Vous me connaissez bien tous les deux, donc vous savez que c'est un running gag, mais c'est ce que j'aime et voilà, vous avez cité pas mal de choses, donc je vais pas trop redire ce que vous avez dit, mais je suis d'accord avec vous dans quasiment sur tout. Une petite nuance sur l'émotion. Je suis peut-être passé à côté, je l'ai goûté 2-3 fois, mais je suis pas trop mon truc, mais il en faut tous les goûts, c'est très bien. Bon, là, c'est l'antithèse du bois. Il y a pas ouais, c'est ça. C'est une roue des arômes, c'est un peu l'opposé. Mais bon, c'est très bien que ça vous plaise et très bien que ça ne me plaise pas à moi. C'est la vie. J'ai beaucoup aimé, moi, le nouveau batch du 2006 HSE. J'ai relu la note que j'avais faite sur le site où j'étais un petit peu déçu et là, je suis beaucoup moins déçu parce que c'était un peu plus boisé, peut-être, un peu plus torréfié, noix, etc., dans mon souvenir. Un peu moins fruité, donc c'est parfaitement dans mes goûts. Et moi, justement, ouais, tout à l'heure, Pierre et moi, on communique beaucoup, donc on se connaît bien. Tu as évoqué l'Encantada et en vrai, alors j'étais peut-être un petit peu pompette à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé le moment qu'on a passé avec c'était Vincent, je crois, le maître de chai, qui un peu comme avec Paparouillot nous a emmené dans son histoire.
Et l'Armagnac, il y a un côté très terroir aussi qui compte beaucoup pour les gens de la région. Et c'est une super déguste, vraiment parmi mes tops du salon. Le 20 ans, sélection 20 ans, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, le gars était vraiment content de parler de ses produits. Et ça faisait pas commercial, et c'est ça que j'ai apprécié. De manière générale, dans le rhum, c'est un peu ça. Je trouve qu'il n'y a pas trop ce côté commercial, et c'est appréciable. Et ben, là, c'est pareil. Ça faisait vraiment un moment d'échange. Donc, Pierre, tu as besoin de me lancer dessus. C'était un très très bon moment d'échange, c'était super. Et donc en Rome, ouais. Alors l'éphémère numéro 7, qui est très bien aussi, mais moins dans mes goûts, mais c'est aussi une belle bouteille. Et, 1 et 7, c'était intéressant de les déguster à la suite parce qu'ils vont bien ensemble. Et quand on goûte les deux à la suite, on se rend compte quand même qu'ils sont assez différents. C'est très bien. Donc ouais, Antoinette sur le rejoint Isotier. La cuvée New Grove là, pour le salon, enfin pour le catalogue, je suis passé un peu à côté, donc je ne vais pas trop en parler, mais il y a beaucoup de gens qui ont pas mal aimé. Et voilà. Dernier, le 10 ans, là, le dernier Le single casque. 65, ouais, 65 à 2010 de mémoire. Ouais, c'était bien. Moi, toujours du fruit, moins exotique, donc peut-être que ça te plaira plus. Beaucoup de puissance par contre. Ouais. Faut s'accrocher. 65, là, ça commence à chatouiller, quoi. Ouais, c'est un degré un peu costaud. Donc voilà, donc moi, l'éphémère numéro 1, 2006, 2006 et Nona Ginta. Voilà, ce serait mon top 3. Et en rhum blanc, juste en deux mots, vous avez cité, mais le rejeton et le. Comment ça s'appelle? Et le 56.5 de Saint James. Alors, on va passer au flop un petit peu. Il nous reste 10 minutes environ. Je vais commencer, Pierre, vu que comme ça, moi, je suis assez déçu par Trois-Rivières. En fait, Trois-Rivières, malgré l'excellence des gens sur place, et je passe le bonjour à Jean-Philippe, qui est je vais le dire, pour moi, un des meilleurs du secteur, toutes marques confondues, qui est vraiment quelqu'un d'une grande gentillesse, d'une grande classe. Donc, voilà. Mais Trois-Rivières, c'est une gamme qui est riche de beaucoup de références, mais qui manque vraiment à l'heure actuelle, je pense, d'un ou deux étendards, peut-être Goutte de Fume, mais pas forcément, mais de bouteilles qui sortent du lot et qu'on n'ait pas besoin de chercher la loge 77 QV 2007, enfin Visine 2007, pour savoir que cette bouteille sort du lot. Et ben ça manque et c'est un peu dommage parce que on a parlé avec la QV Bélé, avec le 2006 Castreigne qu'on a exécuté avec Pierre sur le blog, la QV Bélé aussi qu'on a beaucoup aimé. Il y a plein de choses. Aussi, ouais. La QV Montaguer, tu as raison, tout à fait. On avait kiffé avec pas mal de fruits, etc. Un beau boisé et tout. Trois-Rivières, il y a un beau boisé. Donc, quand c'est pas trop réduit, il y a une trame boisée qui est très classe, qui fait penser un petit peu au boisé qu'on peut trouver parfois chez Nesson. Je trouve, mais on ne le trouve plus trop et il y a beaucoup de choses qui sortent, c'est réduit et c'est un peu dommage. Donc ça sera ma déception du salon parce que je ne m'arrête même plus chez Trois-Rivières alors que je pense que mon top, il y a 2 minutes, prouve mon amour pour les rhums de Martinique. Donc c'est dommage et on espère qu'il y aura autre chose bientôt avec une de peut-être cuvée un peu plus geek pour remettre la marque sur le devant de la scène. Pierre, je t'en prie. Eh ben allez. Alors, je vais commencer par une ou deux refs et puis après, je parlerai de choses un petit peu plus générales qui m'ont, enfin, pas flop, c'est un peu dur, mais qui m'ont un petit peu embêté. Niveau référence, sur la gamme La Maison du Whisky avec les drapeaux là qui sort pour le whisky là, pour le catalogue, il y a la bouteille de Martinique. Alors, au-delà de l'utilisation de la Martinique, alors que c'est pas un AOC, etc. Toutes ces petites polémiques, j'ai trouvé que le jus en valait même pas la peine en fait. Ça valait même pas la peine de faire une polémique pour sortir un jus aussi. C'est très particulier en fait, hein, mais c'est expérimental. Je comprends pas trop cette bouteille en fait, ni la forme ni le fond. Voilà. Après, plus généralement, parce que comme on le disait, on n'a pas goûté grand chose de mauvais, donc ce serait difficile de sortir un flop à part voilà s'il y avait vraiment de l'attente sur des produits.
bon, plus généralement, il y a déjà les prix globalement. On en parle de temps en temps sur le blog, c'est quelque chose qui nous interpelle quand même, parce qu'on a nos moyens aussi à nous et qu'à un moment donné, on ne pourra plus suivre quand on voit l'augmentation des prix. C'est quelque chose qui est assez régulier depuis des années, mais on a l'impression que là, il y a eu un coup d'accélérateur très franc sur ce Whisky Live, sur des références notamment qui étaient… il y a des choses où on sait que c'est cher. Naisson, c'est cher. Un 18 ans Naisson, ça coûtait 600 balles. Maintenant, ça va coûter 800 balles. C'est déjà très cher. Il y a des produits qui étaient plutôt intéressants en termes de prix, qui ont passé, à mon avis, à un cap qui pose question, je trouve, aux plantations, par exemple, autant la gamme single cask plantation ou ce que fait plantation, en général, c'est plutôt un rapport qualité-prix qui est assez imbattable. Il y a des produits assez fantastiques. Un Guyana à 60-70 euros qui est super bien et très accessible. Et à côté de ça, ce qui sortait avec la maison du whisky, pour moi, il y a le Trinidad 2001 à 300 euros, le Long Pond à 350 euros, qui est par ailleurs excellent, le Long Pond. Le Trinidad est très bon aussi. J'ai un peu plus de réserve sur le Fidji, que j'ai trouvé un peu trop boisé par rapport à ce qu'on aime bien dans les Fidji en général. Mais on est sur des prix, voilà, un Fidji à 200 euros, un Long Pond à 350 euros. On arrive vraiment sur des prix qui, pour moi, sortent de… Enfin, on perd un peu la ligne, en fait. Ça se mélange un peu tout. On a beaucoup de choses qui se retrouvent à plus de 300 euros sans forcément qu'il y ait un lien avec l'âge, avec la qualité, etc. Et surtout, voilà, des gros bons en avant au niveau du prix. L'an passé, il y avait un Hamden 2002 chez Plantation qui était à 160. Cette année, il y a un Trinidad 2001 qui est à 300 euros, quoi. Voilà. Ouais. Et puis même excuse-moi Flo, je te coupe un peu la parole, mais je parlais pas, mais je coupe trop de paroles. Mais même si on parle du DOC et du HML 12 ans là, de Vélier à 550 euros, vraiment, très, très clairement, ça ne s'explique pas, quoi. Ça ne s'explique pas. Et si on prend par exemple celui de Old Bro, là, c'est quoi? C'était un Hamden qui était bien vieux aussi. Un H 2001, ouais. Ouais, c'est ça, 2001 qui est sorti quoi, à 300 euros. C'était 250, mais sur 50 centilitres. Ouais. Donc, même si on ramène ça, allez, on ajoute 50%, c'est pas vraiment ça, mais ça le met à moins de 400 euros et c'est un 2001. Donc, il avait 20 ans, c'est pas la même pédigré, quoi. Oui, là, donc, il y a vraiment en effet un bond en avant qui a pu désespérer pas mal de gens, quoi. Et j'ai un dernier petit point avant de passer la parole à Flo. J'ai trouvé un petit peu regrettable, c'est tout le cirque autour des 2 bouteilles de Caroni, des 2 références de Caroni qui étaient dispo. Alors, j'ai réussi à les goûter. Enfin, si on peut appeler ça goûter, parce que c'est même plus une larme, hein, c'est un essence de Caroni, une effluve de Caroni que tu goûtes. Mais il y avait surtout ce côté, bon, pareil, c'est des toutes petites séries, hein, on est sur 250 bouteilles, donc je sais bien qu'ils ne vont pas en ouvrir beaucoup. Mais à un moment, il y avait, surtout sur le dimanche, revenez à 13h30, on les ouvre. Finalement, il faut revenir à 15h30, on les ouvre. Tout le monde se pointe, fait la queue. Et puis finalement, il faut venir à 18h30, on les ouvre. Et une fois que c'est ouvert, tout le monde tend son verre, jette dessus. Ça a un côté un petit peu ridicule, en fait, cette course à vouloir absolument goûter ces Caroni dans des conditions qui sont pas… Enfin, à mon avis, s'il n'y a pas assez de bouteilles pour les ouvrir et en faire profiter dans le salon, autant pas les sortir. Ou alors, on les sort, on fait profiter, puis à un moment, il n'y en a plus. Voilà ce qu'a su faire Naisson. À un moment donné, Naisson, ils ont sorti des bouteilles peut-être encore plus exclusives ou au moins tout autant exclusives sans faire de fioritures. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait un truc. Et bon, après, c'est pas forcément de la faute de Vélier ou tout, parce que c'est aussi les gens de l'autre côté qui causent un petit peu ça aussi, avec une petite hystérie. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, moi je me suis retrouvé à les goûter parce qu'en fait j'étais là au moment où il y avait une bouteille d'ouverte. J'ai suivi, c'est que le lendemain que j'ai vu un petit peu tout ce truc-là. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu moyen à un moment. Voilà, en plus on est sur un salon VIP où les gens payaient 120 ou 130 euros leur entrée. Soit la référence elle est disponible, soit elle l'est pas. Voilà, faire ce petit cinéma, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Ouais, mais pour moi, c'est fait pour monter un peu la sauce autour de Caroni, en mode c'est encore plus exclusif qu'une Ginta Naisson, quoi. Ouais, à la limite, il fallait les foutre au bar payant, quoi, et qu'il y ait une vraie dégustation, quoi. Parce que là, en fait, au final, il y avait plein de gens qui ont goûté. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont réussi à être finalement mieux servis. Moi, quand j'ai discuté un peu avec les gens, c'était un peu pareil pour tout le monde, hein. C'était bon, il y avait peut-être que 2 bouteilles de chaque sur le salon. Je sais pas combien il y en avait. Tout le monde voulait les goûter. Donc, forcément, en plus, les amateurs de whisky vont aussi là sur Caroni. Donc, il y a vraiment une grosse demande.
Mais Ouais, voilà, super. ça donnait un truc un peu bizarre sur le stand avec à côté des références qui étaient pourtant très sympas. Le stand Vélier était plutôt bien achalandé et il y avait une attente sur les Caroni, un peu. Voilà. L'année dernière, il y avait les employés, alors c'est des plus grosses séries, ils étaient sur Ouais, le comptoir, on en a parlé on hein, de pouvait les goûter sans difficulté, quoi. la hype Caroni, c'est vrai qu'elle elle est assez folle. Mais c'est que l'année dernière, il n'y avait pas tout ça, hein. Il y avait du Caroni, on pouvait goûter des Caroni sans que ça soit compliqué comme ça. Et que dire de 2019 où The Last Le Last, voilà, les autres bon, après, étaient en libre le Last, accès. c'était un gros batch, hein, une grosse série, mais Oui, mais bon, c'était voilà, en c'était beaucoup libre plus accès. accessible. Voilà, c'est le petit truc. Bon, après, ça reste gentil, hein, parce que c'est quand même toujours cool de pouvoir goûter ces bouteilles-là. Parce qu'on sait que 3 000 €, on n'ira pas acheter une bouteille de Caroni 98 aussi bon soit-il à 3 000 €, mais on a pu le goûter, c'est quand même toujours sympa. Voilà, j'ai terminé, Flo. Ouais, alors bon, moi j'ai pas fait spécialement de flop et je reviens sur l'intro, Simon. C'est vrai que quand tu fais qu'une journée, honnêtement, vu que tu choisis quand même ce que tu bois, t'évites de choisir un petit peu au pif. Tu sais que tu as une durée de vie un peu limitée, tu es là pour apprécier, tu fais un petit peu moins d'expérience. Donc ça confirme peut-être que vraiment pour faire le tour et profiter de l'expérience, passer les 2 jours, ça peut valoir le coup. Je reviens sur les prix. On n'a pas cité des bases quand même, c'est peut-être un oubli, mais des bases, ils ont sorti un private cask qui est hyper bien foutu, comme d'hab, chez des bases, qui va sortir à un prix des bases. Des bases avait son 2003 18 ans, qui est pareil, est hyper accessible. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des distilleries qui se fourvoient pas dans l'espèce d'inflation ou de luxurisation du rhum. Et rien que pour ça, ils méritent d'être cités. Et leur produit en plus était très bon. Voilà, il était dans les bons aussi chez moi, peut-être pas les coups de cœur, mais grand respect. Pour moi, le flop, c'est l'absence de bielle. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, quand tu es au championnat du monde du rhum et que tu déclares forfait, bah voilà, ça craint. Ouais, surtout que je crois que c'est ce que tu bois ce soir et on l'a déjà dit, mais tu es un très, très grand fan de bielle. Ouais, non, mais c'est ça. Donc j'avais encore plus la haine. C'est quand on voit l'effort que certaines maisons font, la manière de laquelle ils valorisent leurs produits. On connaît la qualité des produits de bielle. Bah, l'absence se voit d'autant plus. C'est dommage. Ouais. Alors, je reviens sur un de mes flops, j'ai oublié, mais Pierre, tu m'as fait penser. Je trouve que le stand, enfin, les rhums du VIP, il y en a beaucoup finalement qui n'étaient pas si VIP que ça. Et tu parles de Vélier, etc. Mais même le stand, la maison du whisky qui était au bout. Il y avait il y avait le Naisson là, c'était Straight from the Barrel, il y avait le Madinina, Martinique, etc. Tout ça pour moi, c'est des rhums qui sont pas, que j'ai même pas goûté parce qu'on m'a dit que c'était pas fou, donc j'ai pas goûté, mais les retours sont assez unanimes pour dire, excusez-moi, assez unanimes pour dire que c'est pas extraordinaire. Donc pourquoi mettre ça en VIP, je sais pas, si ce n'est pour frustrer un peu les gens. Voilà, je pense que il n'y a pas besoin de vouloir premiumiser à tout prix des produits qui sont pas destinés à être premium. Surtout que je te rejoins, Simon, hein, juste pour compléter. En fait, il n'y avait pas forcément, par rapport aux autres années, on avait vraiment le plateau général et puis la petite crème et les quelques vraiment références de fou au VIP. Et là, en fait, qualitativement, ça se valait. Simplement, pour moi, il y avait un plateau agricole, un plateau mélasse, selon son aspiration. Mais le mec qui boit de l'agricole, il n'avait pas besoin de mettre un pied au VIP pour les meilleurs produits étaient dans la Rhum Gallery, mais assez largement en fait. Ouais, mais sans même discussion, quoi. Même en mélasse, je veux dire, a priori, tu as goûté plusieurs que tu as aimé, donc je ne vais pas juger ça parce que j'ai pas tout goûté moi-même. Mais sur le pas, il y avait peut-être 50 rhums au VIP. Je sais pas s'il y en avait plus de 15 qui étaient réellement très bons, quoi. Donc, simplement, il y avait très peu de très bonnes mélasses dans la Rhum Gallery classique, en fait. Ouais. Voilà. Non, mais effectivement, il y avait beaucoup trop de choses. Comme on disait, l'année dernière, il y avait 15 rhums au VIP et là, il y en avait 50, quoi. Donc forcément, c'est plus du VIP quand on arrive à avoir des gammes assez générales. Il y avait des choses chez Jeux Nectar, des Panama, le Ghana, par exemple. C'est des trucs sympas, mais c'est pas des produits qui sont exceptionnels comme on l'entend dans un VIP. Je te rejoins complètement, Simon. Ouais, c'est cool, merci. Ouais, en effet, c'est des marques qui étaient au VIP, mais c'est pas les bouteilles qui étaient. Non, c'est cool, c'est plaisir qu'on soit d'accord. Des marques qui étaient peut-être des marques haut de gamme en whisky,
peut-être un peu moins haut de gamme en rhum, en tout cas moins, voilà. Et en vrai, c'est pas trop grave, hein, mais en effet, ça faisait une petite différence. Et voilà. Donc, écoutez, on a fait 40 minutes, ce qui est bien. J'espère que ça vous a plu. Hein. Il y a quelque chose que l'un de vous veut dire avant de conclure ou pas? Ou il n'y a pas de. Ah, j'ai oublié de dire ça. Non, enfin, de mon côté, on a fait le tour. Ouais. Je pense que Moi, c'est tout bon. Du coup, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur les nombres de journées. Moi, j'ai fait les 3 jours. Pour le coup, je ne sais pas si je le referai parce que il y a quand même, je suis quand même sorti essoré hein, du truc. Voilà, j'ai essayé de faire le compte. J'ai dû goûter 82 références. Et dans les 82 références, il y en a que j'ai goûté 2, 3, voire 4 fois sur certaines des gros coups de cœur. Et c'est vrai que c'est assez épuisant. Heureusement que il y a quand même justement un cadre sympa, de l'eau, la possibilité de prendre aussi un peu le temps. Mais voilà, 2 jours c'est bien. Je pense que 2 jours c'est le top. L'erreur cette année à pas faire, c'était pour si on était VIP, de rester au VIP parce qu'il y avait de quoi y passer la journée sans sortir en fait. Il y avait largement de quoi passer une journée entière au VIP. Et là, je pense que les gens qui ont fait ça, ils ont un petit peu raté une partie du salon qui était assez fou sur la Rome Gallery. Mais voilà, pour le mot de la fin pour moi, super salon, même assez incroyable hein, quand on voit la quantité de références de qualité qui étaient disponibles. Nous, on est quand même assez impliqués, assez connaisseurs. Je prends quelqu'un qui fait son premier salon sur ce salon-là. Enfin, il y a de quoi plus savoir où donner la tête. Hein. C'était assez incroyable, hein, franchement. Ouais. Surtout quand on a vu l'Armagnac, on a vu le Cognac, on a vu les eaux de vie de fruits, on a vu la grappa, etc. Enfin, sans parler du whisky où il y a tellement de choses que c'est compliqué, mais vraiment, c'était un salon de fou. Et je pense que c'est super. Donc, un très bon moment et on a croisé pas mal de gens qu'on connaissait. C'était super, des gens, tout le monde de bonne humeur. Enfin voilà, les salons de dégustation, c'est quand même toujours un bon moment parce que tout le monde est joyeux, mais même si les gens boivent pas mal, j'ai vu aucune embrouille nulle part, donc super. Voilà. On vous dit au revoir. Dédicace quand même à nos amis de Moselle qu'on croise une fois par an. Les Mosellans. Super équipe, super, voilà. Juste un petit dédicace perso. On se croise une fois par an au Whisky Live et toujours de bonne humeur, toujours les bons plans, les bonnes refs à aller voir. Voilà, ils nous ont envoyé sur un Cognac Ferrand 32 ans qui était au top. Donc voilà, dédicace à vous les gars et à l'année prochaine. Ouais, des gars au top et c'est vrai qu'en effet, on les croise, on sait qu'on les verra. En plus, ils sont plutôt reconnaissables. Ceux qui les connaissent savent de quoi on parle. Donc, c'est la fin de ce live. C'était un plaisir, Flo et Pierre, d'être avec vous ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire s'il y a des remarques à faire. Et on vous dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Préférence Rome. Salut! Bonne soirée!